Vous êtes nombreux à attendre chez vous le club de femmes. La bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui. Pour ouvrir le bal, nous commençons avec un sujet qui va sûrement vous intéresser. Il s'agit de défis d'intégration. Et pour ce faire, Eldi et moi avons l'honneur de recevoir Madame Louange Kavoula. Ça commence maintenant. On s'assoit. Bonjour mesdames. Bonjour Sarah. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Madame Louange, nous sommes très heureuses de vous avoir. On sait que c'est le week-end. Est-ce qu'on sent déjà le poids de la semaine ou on gère? On gère. Nous sommes très heureuses de vous avoir encore une fois. Eldi, ça va? Ça va, Sarah. Je me demandais si tu allais venir via les nombreuses occupations. On trouve toujours le temps quand il s'agit des femmes. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu es prête, Eldi? Parce que c'est avec toi qu'on va commencer. Prête. D'accord, dans ce cas, on t'écoute parce que tu as quelque chose pour nous. Évidemment, aujourd'hui, pour ce premier numéro de Club de femmes, nous allons parler d'un thème qui va sûrement intéresser plusieurs jeunes. C'est le défi d'intégration professionnelle. Évidemment, ce thème peut paraître assez ingénieux pour certains, mais ici, il est juste question de cette période de transition fac-emploi. On va essayer de voir quelles sont les difficultés que rencontrent certains jeunes dans leur démarche pour l'obtention de leur emploi. Alors, nous sommes là avec Madame Louange. C'est donc avec elle que nous allons essayer de parler de ces sujets. Merci beaucoup, Eldi. C'était efficace. Je trouve que ça fait beaucoup plus simple parce que peut-être que quand on dit défi d'intégration, ça fait évidemment, gros, ça fait gros difficile. Français, tout ça là. Alors, Madame Louange, pour revenir à vous, vous êtes détentrice d'une licence en économie, c'est ça? Depuis 2021, avant d'entrer, je sais que c'est à 2020, Sarah. Ah, 2020. Ok, depuis 2020. Depuis 2020. Je me rappelle déjà que vous avez eu une très grande mention lors de votre défense. Comment on se sent en ce moment-là? Est-ce qu'on savait déjà que ça allait être excellent ou on est surpris du résultat? Je peux dire je peux dire qu'il y a un sentiment mélangé entre les deux côtés. Ok. Parce que si les résultats finaux, c'est un peu difficile de pouvoir s'étaler, l'imaginer, parce que l'imaginaire n'est pas toujours ce qu'on obtient au final. Tout à fait. Mais on peut se dire qu'en fonction de ce que j'ai effectué comme travail ou comme labeur, ce qui m'attend à la fin, ça ne sera pas une déception. Okay. Certes, quand il s'agit d'une distinction ou d'une grande distinction, on ne peut pas se situer. Mais on sait au moins qu'on ne va pas... La conclusion ne sera pas néfaste parce qu'on a à travailler et puis on sait voir la tendance, comment ça évolue. Et à la fin, la décision finale ne nous appartient pas, mais on est rassuré que le travail acharné et la grâce de Dieu, ça ne trompe pas. Exactement. Alors, quand j'ai lu certains éléments sur vous, je me dis, à quel moment elle a fait tout ça? Bon, les gens peuvent croire que je suis prétentieuse, mais je vais lire pour eux. Alors, pour mettre encore plus d'éclaircissement, vous êtes détentrice d'une licence en administration des entreprises à l'UPC en 2020. Merci Eldi. Et votre parcours a commencé par l'économie fondamentale et s'est produit en gestion. C'est poursuivi, en gestion. Alors vous êtes certifié expert comptable au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Vous avez débuté votre carrière comme comptable en 2021 et aujourd'hui vous êtes actuellement chargé des banques des immobilisations. Banque et immobilisation. Et vous êtes également certifiée formatrice au STEP par la Banque mondiale. Vous conseillez les PME dans le premier, je commence déjà à étouffer, dans leurs premiers pas dans les affaires. Vous êtes également dans la conception de leur business model et le suivi de leur chiffre d'affaires ainsi que leur chaîne de valeur. Wow. À quel moment vous avez fait tout ça? Parce qu'en fait, dans le même sens, en fait, vous faites aussi de la gestion de projet. Exactement. Alors, à quel moment vous avez fait tout ça? On a tous 24 heures. Vous, on dirait que vous en avez 48. En plus, elle est jeune. Bon, vous nous dites, à quel moment vous avez eu le temps de faire tout ça? D'emblée, je dirais que la vie, elle est faite des saisons. Elle est faite de saisons. Il y a ces saisons qui peuvent arriver au même moment.
Il y a ces saisons qui arrivent comme une forme de chaîne. Ça vient étape après étape. Et si on sait maximiser chaque étape, on va se rendre compte que quand on arrive à un moment T, on est en train de récolter au même moment là où on a eu à investir de manière diversifiée. Donc, commençons, certes, j'ai commencé en économie fondamentale à l'UPC. Et puis ça s'est poursuivi en gestion des entreprises. J'allais faire les finances, mais j'étais passionnée de la psychologie et des ressources humaines, voilà, psychologie, neurologie. Et voilà, donc j'étais partagée entre voilà, ma passion et au final, ce que je voulais vraiment, étant jeune, j'ai suivi ma passion. Donc j'ai eu à choisir voilà, la gestion des entreprises. Et ça s'est poursuivi étape après étape. Vous allez voir dans ma présentation qu'après mes études, j'étais assistante. J'ai assisté à l'UPC dans ma branche, en fait, administration des entreprises. Donc, c'était en partant de ces points. C'était une saison que je suis étudiante, mais il y avait d'autres potes comme d'autres professeurs. Et voilà, ils regardaient, non, ça, il y a du talent ici, il y a de l'intelligence ici, il y a du potentiel ici. Alors que je partais à la fac, je répondais à un cours, j'ai participé à un débat, je ne savais pas que c'était une saison qui allait produire un livre. Et puis, ça s'est poursuivi. Après, c'était une autre saison. Une formation, ok, voilà. La compta, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai du temps, ok. Je peux gérer, j'ai la fac, j'ai tout. Il suffit juste de diminuer mes temps de repos, mes temps passés au téléphone, sur les réseaux sociaux, de diminuer, de quantifier réellement le temps parce qu'on a 24 heures, mais ça dépend de comment je gère mon temps. Beaucoup de discipline finalement. Exactement. Alors vous avez mentionné l'aspect saison. Alors vous finissez vos études. Finalement, comment se passe cette transition-là en fait entre vos études et cette nouvelle vie professionnelle? Comment ça s'est passé chez vous? Comment ça s'est passé ou ça s'est passé? Comment ça s'est passé, cette période-là, votre transition entre la fac et la vie professionnelle? Ok, en fait, ma transition entre la fac et la vie professionnelle, je dirais, en fait, l'histoire d'une personne ou une personne à une autre est si particulière. Voyez un peu dans le sens que chaque histoire s'en vaut la peine de s'en inspirer. Certes, on ne va pas rencontrer on n'aura pas le même parcours, mais chaque histoire est particulière. Moi, je peux dire que c'était difficile, mais face à une autre personne, la personne dira ah non, pour vous c'était simple, c'était facile, moi j'ai peiné, c'était difficile. Mais vous, c'était simple. Donc du coup, je ne sais dire que c'était simple ou difficile, mais je peux parler en ne parlant que de moi. Exactement. C'était, je dirais que ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile. Déjà que quand on est à la fac, les étudiants peuvent certifier cela, on est souvent motivé à ne faire que des distinctions. Moi, c'est la distinction. Et puis au final, qu'est-ce que tu veux faire de ces distinctions-là? Si on ne se pose pas ces questions quand on est en train de travailler, on ne va courir que derrière le coach, le point, le travail acharné. Et puis quand on finit cette saison-là des études, là maintenant c'est boulot. Et puis on est là, qu'est-ce que je fais de ma vie? On a passé tout le temps à poursuivre distinction, grande distinction. Elle est brillante, il est brillant. Mais quand on finit les études, ce n'est pas, en fait, c'est pas un combat ou une carrière. Ce sont des phases de préparation pour quelque part. Donc si dès le départ, je ne sais pas du tout ce que je fais de ma vie, même mes études, c'est compliqué. Donc, quand j'ai fini ma licence, j'étais là et puis je ne savais pas ce que j'allais faire après. J'avais certes, voilà, des relevés, des notes, c'était bien, voilà, on peut bien lire et voilà et tout. Mais j'ai fait quoi de ma vie? Et c'était là, c'était ok, on demande juste des emplois ou comment. Et puis naturellement, je ne suis pas ces genres de personnes qui travaillent pour avoir de la nourriture sur la table, de quoi s'habiller, de quoi manger ou voilà et tout. À chaque fois que je fais quelque chose, je me pose la question, ça va m'amener où? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si on me demandait de rester à la maison, j'ai l'argent chaque jour, chaque fin du mois. Et voilà, parce que je voulais vraiment avoir une raison derrière, la raison pour laquelle je veux travailler chaque jour. Et là, je me suis rendu compte que quand j'ai étudié, je ne pensais pas à ça. Je ne pensais qu'à très bien travailler à la fac. Je ne pensais pas et après la fac, qu'est-ce qui vient? Donc, ce qui fait que il y avait un traumatisme. Il y avait vraiment un traumatisme, il y avait vraiment un stress. Il y avait à un moment donné une forme d'insécurité. On se sentait, moi personnellement, je me sentais mal à l'aise. Et surtout quand j'étais encore, certes, j'étais assistante à l'UPC,
Mais je ne trouvais pas qu'il n'y avait pas vraiment ma raison, voilà, une forme d'être complet, une forme de poursuivre un but vraiment qui en vaut la peine. Et puis après, quand tu vois tes amis, voilà, vous avez fini les études ensemble, elles sont épanouies au bureau, très bien, ça fait beau là-bas et autres. Et toi, tu es encore dans une saison où tu es encore en train d'attendre. Il y a vraiment, surtout quand tu ne connais pas le Seigneur, il y a un traumatisme. Et pendant que vous attendez, vous avez attendu combien de temps finalement? Bon, je ne sais pas dire si c'était beaucoup, mais j'ai attendu. Vous avez quand même attendu? En fait, il faut vraiment atténuer cela ou le dire mieux. En fait, quand on parle d'attendre, ce n'est pas que j'avais le main comme ça. Croisé. Je me réveille le matin, je prends mon petit déj et puis j'attends, ok, quand est-ce qu'on va, je veux avoir un mail. Ce sera et servi. voilà. Et non, en fait, c'est pas comme ça qu'on parle de l'attente. En fait, quand on dit attendre, comme on définit un chômeur, c'est quelqu'un qui est en train de chercher un emploi. C'est pas la personne qui est à la maison, qui mange et puis qui attend comme voilà, ça tombe du ciel et puis ça commence. Non. L'attente dans l'action. Dans l'action. Les temps que j'étais en train d'attendre, je faisais beaucoup de choses juste pour savoir c'était quoi mon chemin. Il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient à moi, mais toutes ces portes n'étaient pas idéales pour moi. À un moment donné, j'en avais tellement marre, j'ai dit non, je me tourne vers le Seigneur, j'arrête tout, je me tourne vers le Seigneur. Et quand je me suis tournée, parce que je suis chrétienne, il faut le dire. Oui. Et quand elle est chrétienne. Je suis chrétienne. Et je suis chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Et quand je me suis tournée vers le Seigneur, la porte s'est ouverte elle-même. Elle est venue à moi comme ça. Je me suis tournée vers le Seigneur pour lui poser des questions. Ok, je vais travailler. Mais tu m'appelles à quoi? Exactement. Pourquoi je suis née? Pourquoi je suis là? En fait, en vous écoutant, on se rend compte que c'est jamais tard pour se poser des bonnes questions. Non, c'est en fait ça. Mais elle dit, est-ce que tu as déjà ressenti la même chose que Madame Louange en terminant les études? Tu as terminé il y a 2 ans maintenant. Enfin, ça fera presque 2 ans. Presque 2 ans, une année quelque chose. Est-ce que tu as ressenti la même chose en fait? Exactement, et moi c'était encore pire parce qu'après, moi c'est quand j'ai fini, qu'après j'avais l'impression de découvrir une autre passion que les études que j'ai faites. Et donc pour moi c'était un peu une sorte de chute libre, parce qu'après je ne savais pas qu'est-ce que j'ai fait. Un peu comme Madame Louange l'a dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Garde ça quand même, je change, je me tourne, ou je bien. Continue. Voilà, je comprends parfaitement. Madame Louange, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire en fait, est-ce que de votre expérience, vous pensez que, de quelle manière pensez-vous que devrait se faire cette transition-là? Parce que quand on vous écoute, et la plupart du temps, en fait, on a comme l'impression, après les études, d'être jeté dans le vide. C'est comme si on n'a jamais été, enfin, psychologiquement surtout. C'est comme si on n'avait pas été préparé en fait à ce qui nous attendait. Avant d'arriver à la fac, j'ai souvent entendu cette phrase, on me disait, tu sais, l'université est un autre monde. Et c'est vrai que j'en avais marre d'écouter cette phrase. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ces gens n'avaient pas forcément tort. Parce que c'était vraiment un monde différent de là où je venais en fait. Et une fois que l'on quitte la fac, pour commencer le monde professionnel, on nous dit simplement que tu ne dépendras plus de personne, on ne te donnera plus ceci, ce sera plus comme si. Mais en fait, vraiment, quand ça arrive, on se rend compte que tiens, on aurait dû se mettre à réfléchir. Et par rapport à votre expérience surtout, comment pensez-vous que devrait se faire la transition? La question, elle est très pertinente. Je me rappelle le 8 mars dernier, alors que j'assistais à une conférence, il y avait une dame. Et elle nous partageait comment est-ce que les femmes devraient mener leur lutte et tout, l'ambition, perspective d'avenir et autres. Et quand c'était voilà, le temps de poser une question, la seule question que j'avais, c'est qu'on nous dit souvent d'être forte, d'être ambitieux ou ambitieuse, de se battre, de travailler dur, parce que le travail acharné paye toujours. Hein, c'est une règle. Mais le problème, c'est qu'on ne nous dit pas souvent comment faire. Tout à fait. Parce que l'impossible n'existe pas quand vous savez comment. Jamais. Même si c'est difficile, c'est comment, mais ce n'est pas impossible. Le jour que vous savez comment ça marche, vous avez de quoi pour y arriver, même si vous avez les mains vides. Et si je peux répondre à votre question, c'est que souvent on commet l'erreur de se poser des bonnes questions au mauvais moment. Il faut savoir, il est très important de savoir avant de commencer tout ce que vous voulez faire, il faut savoir
où est-ce que vous voulez aller. Ok. Parce que si vous répondez à cette question, où est-ce que je vais aller, ça va vous aider à choisir quelle étude je fais, quel passe-temps je choisis. Ça va faire que même quand vous êtes encore en train d'étudier, cela n'empêche pas que vous ayez les regards tournés vers les marchés d'emploi. Ok. Parce que ce qui est vrai, c'est pas tout le monde qui va aller dans un bureau après ses études. Il y a d'autres, il étudie, j'ai des amis, hein, on étudie, ok, voilà, et tout, mais pour lui, c'était très bien défini, bien avant que moi, je vais devenir entrepreneur. Si je suis là, c'est pour savoir comment on fait la compta. Si je suis là, j'aimerais savoir comment on calcule les résultats. Si je suis là, c'est pour savoir comment on fait les ressources humaines, comment on gère les hommes. J'aimerais savoir comment... En fait, il étudiait ou il étudie parce qu'il sait qu'il va quelque part. Les mal, c'est d'étudier seulement parce que les parents nous envoient à l'école, à l'université. Il est très important de savoir bien avant, je fais quoi de ma vie. Vous voyez un peu? Il y a des personnes qui sont tellement, je dirais, chanceuses ou qui sont prévisibles, voilà, prévenantes. Dès le départ, ces personnes savent déjà, je vais devenir directeur financier, je vais devenir telle personne. Ce qui fait que même quand il se donne un cours, il se focalise sur où il va. Il n'étudie pas que pour le point. Là, ces personnes, voilà, félicitations. Mais il y a des catégories de personnes comme moi, je ne m'exclus pas. Ce qui fait que voilà, j'étudie, j'ai mes résultats, c'est bon pour réjouir mes parents. Mais quand je finis ma licence, bien sûr, le projet d'études, ça se poursuit. Mais quand je finis ma licence, je fais quoi là? Là, c'est un peu comme si j'étais jetée dans un vide. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il y a des parents qui sont, les enfants restent leurs enfants, même voilà, ayant un emploi ou pas, ils continuent, ok, voilà et tout. Mais d'autres parents, tu te prends en charge, c'est pour te responsabiliser. Mais là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je dirais à ces personnes, n'allez jamais loin sans savoir où vous allez aller aussi loin que possible. Exactement. En fait, on veut aller loin, mais on va aller loin où? En étant qui? En étant qui? Et si on répond à cette question, ça va nous amener à cette phase d'insertion professionnelle. Parce que il ne faut pas juste travailler pour avoir de quoi manger. Parce que les temps n'est pas seulement de l'argent. Les temps, c'est votre vie. Mais est-ce que vous pensez que dans notre contexte congolais, c'est juste de dire qu'il ne faut pas que travailler pour avoir... Parce que plusieurs personnes remettent leurs rêves à demain, juste parce qu'on veut survivre, en fait, étant dans notre contexte ici. Exactement. Il y a vraiment ça qui est exactement. En fait, c'est un risque. Ok. Et à chaque fois qu'on parle des risques, ce n'est pas seulement la partie péjorative qu'on doit voir. Les risques peuvent être positifs ou négatifs. Vous voyez, quand on parle d'un investisseur, généralement, un investisseur, c'est quelqu'un qui prend des risques, des gros risques même. Il sait qu'il y a des avantages, mais aussi avantages. Certes, nous sommes au Congo où on s'est dit que je vais avoir un emploi parce que je veux recevoir quelque chose. Mais quand vous prenez cet emploi-là, vous allez, c'est les temps. Et ça évolue, les temps passent. Certes, il y a de l'argent chaque fin du mois. Vous remettez vos rêves à demain. Mais est-ce que vous avez osé? Est-ce que vous avez essayé d'aller dans la direction où vont vos rêves? Et les portes ont été hermétiquement fermées. Il est seulement essentiel de mettre les dés en place. De mettre les dés. Il y a le rêve, il y a aspiration, il y a aussi les coups d'opportunité. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont répondu à leurs coups d'opportunité et ça les a amenés dans leurs rêves. Il y a des personnes qui ont dit non, moi je ne prends pas l'opportunité, j'attends mon rêve. Et ils ont attendu longtemps. Exactement. Lorsque Madame Louange est en train de parler, moi j'avais quand même une question. Parce que Madame Louange, à un certain moment, vous avez dit que tout le monde n'était pas appelé finalement à aller chercher de l'emploi. En fait, moi j'aimerais savoir quelle est votre lecture sur les faits qu'aujourd'hui au Congo, c'est tout le monde qui veut être entrepreneur, Sarah. C'est tout le monde qui veut être CEO de quelque chose, c'est tout le monde. Mais c'est quoi votre lecture par rapport à cela? Je reviens sur ce que je disais bien avant. Je suis chrétienne, donc ma manière de réfléchir n'est pas vraiment comme, vous êtes libre. Comme tout le monde. Je vais réfléchir librement. Il est très important de savoir que lorsqu'on est sur cette terre, on est pour accomplir un but. Et les temps fait voyage avec nous. Aujourd'hui, je peux dire que plusieurs personnes empruntent un chemin parce que l'autre a emprunté et a réussi. On ne se demande pas pourquoi je suis là. Parce que chaque être humain est né pour résoudre un problème. Et c'est ça qu'on appelle la destinée.
La destinée n'est pas ces fauteuils royaux qu'on attend avec une couronne sur la tête, mais c'est embrasser un problème et les résoudre. Et c'est ça même la définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui s'est fait de l'argent, mais c'est quelqu'un qui résout un problème. Et en résolvant des problèmes, il s'est fait de l'argent. Si vous ne résolvez rien, vous ne cherchez qu'à vous faire de l'argent, ça sera pour un temps. Vous allez fermer vos portes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question, mais cela me pousse à me demander, est-ce qu'on peut réellement s'épanouir en travaillant chez quelqu'un? Parce que généralement, les entrepreneurs, c'est ça qu'ils ont comme argument. Que non, travailler chez quelqu'un, c'est difficile pour s'épanouir, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut s'épanouir tout en étant travailleur chez quelqu'un, par exemple? Je dirais toujours oui. Je dirais toujours oui. Pourquoi je dirais toujours oui? Je vais rentrer, permettez-moi d'entrer dans ma Bible. Bien sûr. La Bible dit que si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Je ne soutiens pas la vie qu'on doit tous être entrepreneurs pour ne jamais travailler pour quelqu'un. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez des ouvriers. Vous avez des personnes qui travaillent avec vous. Et si ces personnes avaient la même manière de penser, personne ne va travailler chez personne. Ne va travailler chez. Et puis, une seule main ne lave pas. Exactement. Donc, il faut juste penser but, objectif et comment y arriver. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, quand vous avez un projet, ne vous posez pas la question comment, mais posez-vous la question qui. Parce que si vous avez un projet, vous pensez qui le fera, cette personne est la solution à votre comment. Comment y arriver? Il suffit seulement de trouver une personne. En fait, moi, je ne partage pas la vie des... Je vais être entrepreneur parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. C'est possible qu'en travaillant pour quelqu'un, vous ayez la définition de la chaîne des valeurs que vous n'aurez jamais en travaillant pour vous-même. Exactement. Merci beaucoup, madame. Vous devenez excellent en côtoyant des personnes excellentes. Ça, c'est les genres d'instants. Elle dit qu'on veut tout le temps prolonger, mais veut malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais pour terminer, madame Louange, malheureusement, on ne saura pas tout épuiser. Mais pour terminer, en fait, il nous arrive de temps en temps, quand on travaille chez une personne, vous travaillez par exemple dans une banque ou peu importe la succursale dans laquelle on peut se retrouver, mais ça nous prend beaucoup de temps. Encore faudrait-il que ce soit 8 heures de travail et pas 8 heures au travail. Exactement. Et on passe en fait toute la journée, sans compter le bouchon en rentrant. On n'a peut-être pas le temps de... On a comme l'impression qu'on passe toute notre vie à travailler pour quelqu'un. À quel moment est-ce que vous pensez que c'est possible de concilier les objectifs personnels que l'on peut avoir avec celui de l'entreprise? De manière à ce qu'une fois que je quitte la banque ou peu importe où je travaille, que je n'ai pas l'impression que j'ai perdu 5 ans de ma vie là-bas. Comment vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est faisable, la conciliation entre mes objectifs personnels et ceux de l'entreprise? Donc en même temps, ça veut dire que je suis en train de croître en même temps que l'entreprise croît aussi. Exactement. Vous avez remarqué qu'ils sont en train de sourire? Oui. Parce que je dirais que c'est la meilleure question. Voilà, depuis qu'on a commencé. Je dirais qu'il est important de travailler intelligemment. Il ne faut pas être aveugle. Il faut travailler intelligemment. Donc, vous donnez et vous recevez. Vous donnez et vous recevez. Vous devrez savoir pourquoi vous êtes là. Il y a d'autres personnes, ils travaillent pour financer leur projet. Ils travaillent pour apprendre ou ils travaillent pour monter des échelons et acquérir de la valeur. Vous voyez un peu, il faut travailler intelligemment. Il faut travailler intelligemment. Et puis, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Vous voyez un peu, certes, vous avez 8 heures du temps, vous avez un chemin. Et moi, je me rappelle de moi personnellement, je sais que j'ai 4 heures de route chaque jour, ou voire même plus. Et dans mes 4 heures là, je fais beaucoup de choses dans ces 4 heures. Alors que je suis dans le bouchon, je ne dors pas dans le bouchon. J'ouvre soit mon logiciel de projet, je poursuis. Si je dois faire un mail, just do it. Je le fais justement. Les problèmes, c'est juste d'attendre qu'une saison se termine pour commencer une autre saison. Alors que vous avez la possibilité d'embrasser, mais il faut être très bien organisé. Tout à fait. Parce que je ne pense pas qu'il y aura un directeur qui sera bien là, il passe et puis vous voit votre machine, vous êtes en train de faire autre chose que vos tâches. C'est de l'infidélité. Il faut être fidèle. Il faut savoir juste travailler intelligemment. Travailler intelligemment. Vous avez votre projet et vous avez votre emploi.
Vous travaillez pour quoi? Est-ce pour financer votre projet? Suivez cet investissement-là. Okay. Et quand ce sera temps de partir, soyez juste et intègre. Partez et honorez ceux qui vous ont honoré. Exactement. Et dans travailler intelligemment, j'aime beaucoup parce que en même temps, ça nous ramène au fait d'être beaucoup plus intentionnel en fait dans la croissance que l'on veut vivre. En fait, dans la petite minute qui nous reste là, en fait, il y a des personnes qui ont souvent développé en fait un complexe d'infériorité parce qu'on a tellement frappé, on a essayé ici, on ne nous a pas pris, on a essayé là, on ne nous a pas pris et du coup, le complexe naît. Et on a comme l'impression que quand on nous prend, c'est comme une faveur. Oublions en fait que l'entreprise ou même la personne qui veut nous recruter a au fait des besoins. On est vraiment une valeur ajoutée en fait, là où on va. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui ont développé un complexe d'infériorité à cause des nombreux refus, rejets, etc. pour finir. Ok. Je dirais que quand on vous dit non, ça fait mal. À chaque fois qu'on vous dit non, peu importe que ce soit dans un emploi ou dans une relation, dans un partenariat, et même quand vos parents vous disent non, ça blesse notre estime personnelle, on remet en cause nos qualifications, si je peux le dire. Mais le plus important, vous devrez savoir que c'est vous qui êtes une valeur. Vous êtes une valeur, c'est vous qui êtes une valeur. Vous savez, quand j'ai postulé là où je suis aujourd'hui, pour la première fois, on m'a dit non. J'étais choquée parce que je savais que c'était là que je voulais aller. C'est dans cette firme que je voulais me développer. Quand on m'a dit non, je suis rentrée, je me suis encore formée. J'ai haussé mon échelle de valeur. Et quand je suis rentrée, on m'a dit, tu entres comme ça. Voilà. En fait, quand on vous dit non, ce n'est pas que vous ne valez rien. C'est peut-être que vous n'avez pas l'aspect qu'ils veulent. En fait. Il faut juste vous concentrer sur vous et vous améliorer un peu plus. Je vais vous faire rire une fois. J'entendais un jeune garçon dire à une jeune femme avec qui il était en couple, il dit, quand je t'ai regardé avant, je n'avais même pas envie de te dire bonjour. Mais tu t'embellis chaque jour. Je n'hésite pas, j'ai envie de saluer. Donc, il faut, au lieu de vous autodétruire, relevez. Donc, au lieu de vous autodétruire, accordez-vous encore un peu plus de la valeur. Attirez les regards encore sur vous. Et donc, voilà, moi j'ai envie d'acclamer. Voilà, faites briller au fait. Tout à fait. Parce que partout il y a la lumière, il y aura toujours des gens derrière. Exactement. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une autodestruction. Ah, on m'a dit non. Est-ce que non, allez-y, prenez de la valeur, croissez. Les mêmes personnes qui vous ont dit non seront des personnes qui viendront peut-être avec un chiffre beaucoup plus élevé. Et vous pouvez aussi avoir la possibilité de dire non. Non. Exactement. La route tourne en tout cas. Je vous dis non. En tout cas, j'aime beaucoup ce que Madame Louange dit, alors que vous nous suivez, retenant que les mêmes efforts que l'on peut fournir ne produisent pas toujours de résultats différents en fait. Donc quand on vous dit non, revoyez un peu, peut-être que c'est votre CV qui n'est pas bien présenté aussi. Peut-être que c'est la façon dont vous avez, peut-être vous tenez. Alors posez-vous des bonnes questions et voyez comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. On termine avec toi dans ta rubrique les questions qu'on se pose. Alors, les questions qu'on se pose. Généralement, on se pose beaucoup de questions. Et pour ce cas, spécialement, Madame Louange, la question qu'on se pose, c'est lorsqu'on a une idée et qu'on a un projet, comment commencer? Comment on commence? Tu lui donnes un challenge en 1 minute. En 1 minute. Ok, comme un canevas. Ok. 4 astuces pour comment commencer. Comment commencer? Posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que vous voulez? Deuxièmement, posez-vous la question, est-ce que j'ai pris dans mon carquois tout ce que ça demande pour que je commence? Poursuivez la connaissance, parce que l'ignorance, c'est un danger. La montagne de l'homme, c'est l'ignorance. Lorsque vous connaissez une montagne, ça baisse et vous passez. Donc, apprenez toutes les connaissances. Posez-vous des questions. Ok, je vais entreprendre dans quoi? Dans l'intuition en soi, comment on fait? On exporte ça où sont les chiffres sont le plus bas? Et troisième question, posez-vous la question sur l'initiative et la créativité. Soyez créatif. Ce n'est pas parce que l'autre vend en rose, en bleu et que vous allez faire la même chose. Ce n'est pas intéressant. Créatif. Tournez votre cerveau à gauche, à droite. Tirez le meilleur de ça et ça sera authentique. Quatrième question et troisième astuce ou troisième pas pour finaliser, c'est la compétence. Je vais finir par ça.
le pharaon dit à Joseph, ok, tes frères sont des bergers, ok, vous allez vous installer à Goshen. Mais si tu trouves parmi tes frères des hommes qui sont capables, des hommes qui sont compétents, placez-les à la tête. À la tête. Pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une compétence, la place est au sommet. On dit rendez-vous au sommet, mais quel est le moyen de transport? C'est la compétence. J'ai envie de dire. Tu l'as dit en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que l'on termine pour aujourd'hui. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'était le Club de Femmes, le premier numéro. Et Femmes en Mission a pensé à quelque chose de merveilleux pour Madame Louange. J'ai pensé Je sais que oublié. Non, je ne peux pas oublier le cadeau. On ne peut pas oublier le cadeau. J'avais pas vu ça. Et donc la prochaine fois qu'on vous invite, je sais que vous viendrez parce que vous savez qu'il y a le cadeau. Je ne sais pas si on aura. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, il y avait un cadeau pour Madame Louange. Elle dit tu le lui remets s'il te plaît. Alors quant à moi, je vous dis merci. Merci, Femmes en Mission. Merci à tous. vous, Madame Louange. Merci à vous, mesdames, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le samedi prochain. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.